Abdallah Agabi, 16 ans. Mohamed Aboubakrin Ag Suleiman, 15 ans. Alassane Al Aboubakrin, 6 ans. Mohamed El Mehdi Ag Mohamed Ali, 17 ans. Zeni Ag Al-Bakari, 32 ans. Mohamed Ag Bakola, 42 ans. Abdallah Ag Alassane, 8 ans. La femme de Mohamed Doun Agamani a été blessée et je ne sais pas si elle est succombée. « 3000 km de poussière à travers la Mauritanie. Magui Vautier, 62 ans, remonte la piste de l'exode Touareg. Depuis 2 ans, plus de nouvelles de ses amis du désert, ou alors quelques lettres, sous forme de longues listes de morts. Depuis 20 ans, au début des grandes sécheresses, Magui Vautier consacre sa vie à la défense de ce peuple, dont elle a adopté 2 enfants. Cette veuve d'un pilote de chasse habite Koharaz, un petit village au nord de Nice. Chaque année, elle se rend en Afrique avec très peu de moyens. Il y a des tamatcheks dans le coin? Non, ils en ont pas demandé s'il y avait des Touaregs par là. Non, pas ici. Erreur, ce ne sont pas des Touaregs, mais des morts nomades mauritaniens, des riches par rapport aux réfugiés que nous cherchons. Des riches parce qu'ici, être riche, c'est être encore vivant. Les pauvres, eux, sont déjà morts. C'est la règle du jeu. Le Mali, c'est l'ancien Soudan français. Les Touaregs vivent dans la partie nord, la plus désertique. Après la décolonisation, ces nomades n'ont pas été intégrés à l'État malien, une vengeance des ethnies noires du sud du pays. Les Touaregs sont devenus apatrides dans leur propre désert et les nouveaux États, mis à part l'Algérie, les considèrent comme des citoyens de seconde zone. L'été dernier, accélération subite du flux de réfugiés aux frontières du Mali. Pour Magui Vautier, plus de nouvelles d'Ebang, le village de survie qu'elle a créé sur le fleuve Niger, où 4000 nomades, grâce à elle, avaient pu échapper à la sécheresse. À l'approche de la frontière, le premier Touareg que Magui a rencontré venait de Tombouctou. 400 km à pied, sans turban et sans espoir. Dès qu'il n'a aucune estimation de la distance, mais il sait qu'à chameau, ça fait environ 8 jours, et à pied, plus de 10 jours. Ah oui. Il dit qu'il n'a pas d'espoir, sauf qu'il cherche la paix aujourd'hui. Parce qu'il pensait qu'il allait retourner, mais maintenant, il ne cherche plus autre chose que de vivre en paix. En paix, il a peur. Il a peur. Arrivé à Bassikonou, l'un des 3 camps de la frontière mauritano-malienne, le début de l'explication. Depuis le printemps dernier, l'armée de Bamako terrorise les nomades de la boucle du Niger. Ils sont tous partis, les morts, les Touaregs et les Bellas, leurs serviteurs noirs, les anciens esclaves libérés. Sur le moment, les pays riches ont envoyé des secours, des tentes, du blé, des médicaments. L'hiver est venu, restent les tentes, manquent les couvertures, arrivent les épidémies. Plus de médicaments, ce blé tendre, les nomades ne connaissent pas, ne savent pas le cuire et les casseroles manquent. Le bois de chauffage aussi. Ici, ils ont trouvé la paix, mais une mort lente les attend. Pour les enfants, il faut du lait, c'est pas seulement du blé, il faut du lait. Et le lait, il n'y en a pas du tout, ils n'ont plus d'animaux, bien sûr. Et tous les enfants, tous, on dirait? Et tous, ils sont tous malades. 10 personnes, on trouve qu'un sac et demi seulement. كانوا يعينوهم على ياكلوا شيء ذا الشعب. Tous les enfants sont malades. C'est la faim. L'armée leur a tué leur chèvre. Il faut nous excuser si on pose toutes ces questions, mais c'est pour expliquer en France, pour qu'on puisse vous aider après. Il faut qu'on explique à tout le monde ce qui se passe. Parce que si vous êtes là, c'est à cause des militaires qui vous ont chassé. Oh, bonjour, mais tu es le cousin des Matal? Ouais, ouais. Est-ce que tu peux me donner des nouvelles des Bang? Comment ça va? Est-ce qu'ils ont été attaqués, eux? Non, ils ne sont pas attaqués. Et ceux qui étaient au bord du fleuve de Zaro?
Ils ont quitté. Ils ont monté sur les puits du nord. Vers Atlik? Vers Atlik, Inouchef. Ah, ben oui, je les connais, Inouchef et Atlik, je connaissais depuis. Oui. Et toutes les familles presque. Et ceux qui sont dans la plaine des Bangs, avec le dispensaire? Il y a certains qui sont partis en Algérie, oui. Et certains sont restés même sur le puits. Est-ce que le dispensaire fonctionnait toujours? Non. Et est-ce que tu crois qu'ils ont vraiment peur, ceux des Bangs? Ils ont tellement peur oui. que c'est pas petit. Il y a même des familles qui sont venues même en Mauritanie ici. Il y en a ici, dans ce camp? Il y en a ici dans ces camps. J'aimerais bien les rencontrer. Hamidou Agassadek? Hamidou Agassadek, lui, il est parti en Algérie. C'est le premier même à partir. Et Ismaël, celui qui avait le petit bar, l'étape, il avait fait un petit bar, Ismaël. Lui, il est à Gao. Il est à Gao, oui, Gao, d'accord. Il est à Gao. Il y en a beaucoup à Gao, quand même? Non, non, pas trop. C'est plutôt donc ou vers le puits ou en Algérie? Vers le puits, l'Algérie, la donc Mauritanie. Donc ils sont pas la Mauritanie. La Mauritanie. Ils n'ont pas cherché à revenir vers Niamey ou non? Non. La route est barrée. La route est barrée? La route est barrée. Et elle est barrée après Gao? Après, vers Ansongo. Ah, vers Ansongo. وين دغني ماني سنة نهني دغسان كسود الناس سان فلدنا الناس موتني الناس لا تكروار وجنة. Il dit que il pense qu'il est possible de retourner à condition que les organisations, c'est-à-dire les organismes des Nations Unies leur garantissent leur présence sur le territoire malien. Mais il dit que même ça, ils ont des inquiétudes actuellement parce qu'il y a des personnes qui ont été exécutées devant la Croix-Rouge. Des personnes civiles qui ont été exécutées devant la Croix-Rouge au Mali. À quel endroit? Est-ce qu'il est formel là-dessus? Il n'a qu'indiqué. Il dit à Gundam. الناس ليرى الليري الناس ضرت دي الناس يهني لكن الناس في الله فلاسا يرقى تهكر واروج نورد راس العافية ننها يا وين الناس يضغ الناس نكسود الناس سلهر كروار ويجير الناس ما الناس وبس نسنا الناس تلاقي الشراعة بين الحفاظ المالي ورت الشراعة. Il dit que autrefois il pensait qu'en présence de la Croix-Rouge ils n'ont aucun problème, mais ils se sont rendus compte que la Croix-Rouge elle-même est incapable de faire quelque chose face aux autorités maliennes. ندغ الناس المسألة الناس هذا توموسن ندغ وايت جندق كنا سانغت ولي تقد تمتع أنت نسير ورغيج كناس جدا الناس جدا الناس قالني كن أهو الناس واندمت يدينا الناس سلغسة تزارتنا النق. Il dit que les événements qui se passent actuellement ne se sont jamais déroulés. Des événements de la sorte ne se sont jamais déroulés. Mais autrefois, il y avait des petits problèmes, mais que ces problèmes étaient circonscrits au lieu où se passaient les problèmes. Mais actuellement, nous assistons à une chasse comme si l'homme devient une biche, un gibier. Et là, il suffit qu'il soit blanc pour qu'on le traque partout où il est. Actuellement, je suis un rebelle. Bon, j'étais déjà formé, mais j'ai été un peu bien fabriqué par les événements qui sont déroulés devant moi. Qu'est-ce que vous avez vu? Ben, j'ai vu des vieux brûler devant moi, puisqu'il y a un capitaine. Il y a un certain Berdougou, Moussa Berdougou Koné, qui avait réuni 10 Touaregs. Et il dit que pour 10 Touaregs, il ne va pas gâter ses munitions, un bidon d'essence lui suffit pour brûler 10 Touaregs. Ben, depuis que j'ai vu ces événements, j'ai plus envie de vivre. Le gris-gris du réfugié, c'est la douille de Kalachnikov. Les Touaregs sont en guerre, victimes de leur identité. Leur incurable rêve nomade les a rendus citoyens d'un monde à part. Leur planète de sable est devenue trop petite. Notre drogue, c'est l'horizon, disent ces voyageurs. Ils étaient bergers transhumants, agriculteurs, techniciens, instituteurs sédentaires, licenciés lettres ou énarques au chômage, tous nomades déracinés et condamnés à réviser leur utopie aux confins d'un désert brusquement refermé. À l'époque coloniale, les nomades circulaient librement. Le désert nourrissait son homme. À la décolonisation, les frontières sont devenues de véritables murs. Ces maîtres du désert sont devenus les captifs de leurs anciens esclaves noirs. L'histoire a basculé depuis 32 ans. Les brimades, les massacres et les sécheresses se sont succédés. Un réflexe leur est venu. La revendication armée pour un État bien à eux, le nord du Mali, leur terre promise qu'ils nomment Azawad.
Mali, toujours le bureau de coordination des mouvements de l'Azawad, autrement dit les représentants des 4 factions rebelles Touareg, regrettent que le référendum sur la Constitution se soit tenu avant l'aboutissement du processus de négociation entamé il y a un mois avec les autorités maliennes. Dans un communiqué de presse, les mouvements estiment que le projet de Constitution adopté ne tient pas compte de leurs propositions et que la population Touareg a été sciemment exclue de ce scrutin. Muriel Pomponne. Cette mise en garde s'adresse au Mali, bien sûr, mais le communiqué tient également à attirer l'attention, je cite, du pays médiateur et de l'opinion internationale. Actuellement, 2 médiations sont en cours, celle de Edgar Pisani et Baba Miske à la demande de la France, et celle de l'Algérie à la demande du Mali et à l'initiative d'Alger très présente sur ce dossier. Radio France Internationale nous a réveillés. Pendant la nuit, nous avions passé clandestinement la frontière malienne avec la promesse, à l'aube, d'une parade incroyable, le premier défilé de l'armée de l'Azawad. Une armée de pauvres, sans drapeau et sans musique. Ce sont des brigands, des bandits, des rebelles, disent les communiqués officiels de Bamako. Ce défilé est un démenti à ces accusations du pouvoir malien qui déplore la mort de 1500 militaires victimes de cette armée nomade invisible. L'armée de l'Azawad frappe quand elle veut, où elle veut, poussée par une énergie désespérée. Après tout, la technique du Redzu, du coup de main, ce sont eux qui l'ont inventée. La voici à l'état moderne. Motivation, rapidité, connaissance du terrain et frugalité. Beaucoup règlent un compte personnel, chargent aussi bien à chameau qu'en 4x4 japonais, avec, comme tout repas, 5 dattes par jour et 1 litre d'eau au goût de terre. L'armée malienne, elle, terrorisée, s'enterre dans des fortins et ne sort que pour venger ses pertes en s'attaquant aux populations nomades. Résultat, de 6 à 10 000 civils massacrés depuis 2 ans. L'armée de l'Azawad circule librement sur 95% du territoire avec ses véhicules pris à l'ennemi. Tous les gradés ont été formés dans l'armée libyenne. Après la sécheresse de 73, le colonel Kadhafi avait promis aux Touaregs une république indépendante. Les jeunes y ont cru, mais Kadhafi n'a jamais tenu sa promesse. Les jeunes Touaregs ont déserté, souvent avec leurs armes et un savoir-faire militaire appris au Liban, au Tchad ou en Afghanistan. Les ordres sont lancés en arabe. La gestuelle militaire est celle de l'armée italienne, parce que la Libye était une colonie italienne. Dans cette troupe, 4 tendances politiques se côtoient. Le mouvement populaire de l'Azawad, à l'origine de la révolte, doublé sur sa gauche par le Front populaire de libération de l'Azawad, FPLA, plus radical et contestant les accords de Tamanrasset de janvier 91. Une composante islamique non intégriste porte le sigle de FIAA. Enfin, le dernier né des mouvements a choisi le sigle ARLA, Armée révolutionnaire de libération de l'Azawad. Tous ces hommes vont au combat sans tenir compte de leurs sensibilités respectives. C'est la camaraderie du feu, difficile à retrouver au niveau des états-majors politiques de la rébellion. Une des plus grandes réussites d'Edgar Pisani, médiateur discret de ce conflit, aura été de réussir à les faire parler d'une seule voix devant l'interlocuteur malien. Très peu de combattants sont voilés. Ils disent que la coutume reviendra quand ils auront gagné. Ils savent aussi que certains ont été étranglés ou pendus avec leur turban. Nous avons laissé un seul choix, celui de mourir. Soit de mourir les armes à la main, soit de mourir de faim, de misère, de désolation ou d'humiliation. Nous avons choisi la première. Nous avons choisi de mourir les armes à la main pour retrouver notre dignité d'être humain, notre droit à la différence. Où avez-vous trouvé toutes ces armes? Toutes ces armes ont été récupérées à l'ennemi. Vous pouvez voir les numéros et tout. C'est des armes récupérées à l'armée malienne. Qui vous finance? Où trouvez-vous l'argent pour alimenter tous ces hommes et pour faire tourner vos camions?
En ce qui concerne l'approvisionnement, c'est seulement nos populations, c'est les nomades qui nous aident de temps en temps. Nous n'avons aucun financement étranger. J'ai remarqué que vous aviez aussi des éléments noirs parmi votre troupe. On dit souvent que les Touaregs ont eu des esclaves et que cette guerre actuellement que mène le Mali est une guerre de revanche contre les anciens esclavagistes. Écoutez, nous avons des Noirs bien sûr, parce qu'ils subissent les mêmes humiliations que nous, c'est des Noirs. Donc cela prouve que ce que le gouvernement malien est en train de dire, que nous sommes des racistes ou que nous soyons des esclavagistes, cela n'est pas réel, c'est faux. Tous ces jeunes-là, personne ne les a obligés à venir ici, donc c'est nos frères, ils sont avec nous, ils ont trouvé notre coup de justice, ils sont adjoints. Je voudrais connaître la motivation du monsieur qui est derrière nous et qui n'est pas Touareg. قال لك انت بصفتك مانك تاريخي واسود شنو اللي جابك للصفوف الثوره؟ نقول له انه اللي جابني انا للثوره هو مثلا يعني اني جيت نقاتل على اجل الحق، يعني الزواج اللي هو كلنا يعني ما في يعني فرق لا بين تاريخي ولا بين عربي ولا بين اسود ولا ابيض. Il dit oui que c'est un mort arabe, Haratin. Il a rejoint les rangs de la révolution parce qu'il voit une cause juste, il est obligé de la suivre comme tous ses frères. Et il subit les mêmes humiliations, la même misère que les autres, donc il est obligé c'est son devoir de prendre les armes avec tous ses frères. Où il n'y a aucune différence entre ni les Arabes, ni les Touaregs, ni les Noirs, nous sommes tous les mêmes, unis au sein de la même cause. Il n'y a pas d'âge limite pour entrer dans la rébellion parce que ces jeunes gens, ces orphelins, nous sommes obligés de les récupérer. Nous sommes obligés de les garder parce qu'ils n'ont plus d'autres familles que nous. Ils étaient de quel pays et qu'ont-ils vu pour avoir ce réflexe de venir vous voir? Ils ont assisté au massacre de Léré où leurs familles ont été massacrées. Et ils sont tous les deux de Léré. Celui-là, peut-être, il pourra bien vous le dire en français parce qu'il parle un peu. Il était à l'école, il était en 5e année. Il pourra vous raconter de vivre ce qui s'était passé à Léré. Comment ça s'est passé justement à Léré? Qu'est-ce que tu as vu? À Léré, j'ai vu mes pères et mères sont morts. On met l'essence, après on brûle. Lorsqu'ils sont morts, on m'a dit de partir, je suis petit. Et moi, j'ai parti sur pied. J'ai parti sur pied jusqu'à j'arrive ici. Et tu es tout seul maintenant? Oui. Je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère, sauf ici. Il dit qu'ils arrêtent les gens, ils les enchaînent, ils les placent sur la place publique, ils leur versent de l'essence dessus, ils les brûlent. C'est ce qui a été fait à sa famille. Chaque fois que les rebelles font une attaque, l'armée malienne fait des représailles sur des populations civiles, les campements, les femmes, les enfants. Et ils massacrent tout le monde, ils font des communiqués et ils disent que l'armée a tué tant de rebelles pendant que c'est des civils innocents. Les communiqués officiels disent que vous êtes des brigands, des bandits et des gens qui cherchaient à voler du matériel plus qu'à défendre une cause. Nous ne sommes pas des bandits armés, nous ne sommes pas des mercenaires assoiffés de sang, nous sommes des jeunes gens qui ont été contraints à prendre les armes. doucement doucement اشاروا عليه مولود اللي هم ما عندهم ضده اي تحصينات. Il dit que les Maliens sont souvent immunisés contre les fers. Afin qu'ils n'échappent pas à la mort, là, on enlève le fer de la balle et on met le bois. Et dès que ça part, il meurt. C'est un talisman anti-balle. Alors, qui le fabrique et qu'est-ce qu'on trouve dedans? الناس الفقيرة للشيوخ. قول له لا تقاليد
C'est les marabouts, les chefs religieux qui fabriquent ça. Et ils les donnent pour le combattant, pour se protéger. Les Maliens disent, je crois, que vous avez des pouvoirs maléfiques plus que n'importe quel combattant et que vous tenez un peu du diable et du démon dans le désert. Vous leur faites peur, très peur en tout cas. Bah écoutez, ça c'est... S'ils ont peur, qu'ils disent qu'ils ont peur, mais que nous soyons des démons, je ne le pense pas. Vous le voyez, nous ne sommes pas des démons, nous sommes des êtres comme les autres. Peut-être nous avons une technique meilleure que la leur, c'est sûr, mais nous sommes plus motivés qu'eux. Ça, c'est une réalité. Nous sommes plus motivés qu'eux. Le terrain il nous appartient, nous connaissons le terrain mieux qu'eux. C'est l'une de nos forces d'ailleurs. On a voulu longtemps nous garder sous la tente, prisonniers des sables et de notre ignorance. Mais aujourd'hui, il y a eu une jeunesse qui refuse d'être couchée, qui refuse d'être traitée en tant que jeunesse marginalisée, en tant que jeunesse vagabonde et qui cherche à se libérer, qui cherche à se définir, qui mène le combat pour faire prévaloir son droit à la différence. La plateforme d'Alger a retenu 5 conditions. La première d'abord, c'est un système fédéral avec toutes ses conséquences. La deuxième, c'est la démilitarisation complète de l'Azawad. La troisième, c'est la mise en route des programmes économiques de développement pour corriger et combler un retard de 32 ans. La quatrième, c'est l'arrestation et le jugement des responsables des massacres des populations civiles et des pillages des biens des populations de l'Azawad. La cinquième condition, c'est une indemnisation juste et équitable. Et c'est ce qu'on a appelé la plateforme d'Alger du 29 octobre 1991. Nous attendons de la France une présence humanitaire, nous attendons de la France un soutien médiatique, nous attendons de la France de faire prévaloir un droit d'ingérence humanitaire à l'image du problème kurde. Guy Vautier, est-ce que vous n'avez pas peur de compromettre votre association en vous trouvant ici sur un front de la guérilla Azawad? Je ne sais pas l'idée, vous savez, je n'ai jamais fait de politique, je ne comprends pas grand-chose. Tout ce que moi je cherche, c'est toujours à essayer de voir des gens qui souffrent, des gens qui luttent pour leur propre cause, des personnes, des femmes, des enfants. C'est ça qui m'intéresse, c'est le côté humanitaire. Et moi je reviens toujours au côté humanitaire parce que je vous dis, je ne comprends rien à la politique, rien du tout. Je sais que simplement, là ici, il y a des gens qui ont le droit de vivre. Et en ce moment, ils n'ont pas le droit de vivre. C'est tout ce que je vois. Retour en Mauritanie par le camp de réfugiés d'Agor. Il faut prononcer Aror. Nous l'avions appelé Horreur. 4000 personnes, 15 à 20 morts par jour. Un réfugié sur 2 est un enfant. Malnutrition, diarrhée, épidémie de rougeole et de coqueluche. Les plus lucides partent dans la brousse pour éviter la contamination. Le peuple touareg vit l'épisode le plus dur de son histoire. Le dernier peut-être pour les Touaregs du Mali. 50 000 réfugiés ici en Mauritanie, autant en Algérie, 70 000 au Niger. Les autorités maliennes sont en train de réussir une opération d'étouffement silencieux. Quelques massacres, quelques rumeurs, et la panique déclenche un exode massif avec la misère comme solution finale. Pendant ce temps, à Bamako, le jeune pouvoir se pique de démocratie. Une démocratie de discours pour ne pas tarir la ressource principale du pays, l'aide internationale des pays riches. Double langage aussi à l'intérieur du pays, où tous les responsables souhaitent la paix et l'unité, tout en fermant les yeux sur les crimes de l'armée nationale. Au camp d'Aror, les sacs de blé de la communauté européenne et des USA finissent en linceul pour les cadavres. Ce matin, Fatimatou a été la première morte de la journée. Elle avait 56 ans et 3 enfants. Elle est morte de dysenterie après 5 jours de vomissements. Elle avait mangé du blé sans le faire cuire. Au mois de mai, son village de Gargando a été attaqué. Les hommes fusillés sur place, les vieux brûlés à l'essence. Elle avait réussi à s'enfuir avec son mari, sans bagages. Elle avait parcouru 500 km à pied jusqu'ici. Son voyage est fini. Son mari était mort de fatigue en arrivant.
ترمست الكيل تجد من التمر وتتصنع غير شمشات السي أهلا تير الكيل سيدي ركبتي السي ركبتي وسط كوان وسط ترى هذا ما فقد هذا ورد لك ايوه في اسفلت السجره غوريا 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 وراوي غوريا جدي بوري سنة أبيت بوري الحسن ساسي الحسن والحسن ساسي الحسن أك محمد الحسن أك حمل مختار الحسن أك حمل مختار علي أدوار علي أدوار محمد أك حمد علي محمد علي وتمطينا لا عندك الثمن Ça c'est Tinno, Walti-Infa. Tout ça c'est aujourd'hui. Aujourd'hui qu'on les a enterrés. Pourquoi les enterrer si profond? Hein? Pourquoi si profond? Parce qu'il y a des chiens qui viennent creuser les trous. Ils mangent les cadavres, les décès quoi, les morts. Il y a un cimetière ici, il y a une autre ici, là-bas, il y a une autre par là. 3. Toute la journée et toute la nuit. Dans cet océan de misère, 2 naufragés volontaires de la médecine occidentale. 2 toubibs de Médecins du Monde, alertés par Atlik, l'association niçoise de Magui Vautier. Et ça touchait surtout les enfants ou adultes et enfants? Adultes et enfants. Ils ont décidé de venir ici avec nous contre l'avis de leur propre direction. Ils pratiquent leur droit d'ingérence dans l'ingérence officielle. 4000 km en 8 jours, des centaines d'auscultations et une cantine de médicaments pour 30 000 personnes. Leur rapport, accablant, confirmé par une mission de Caritas Mauritanie, déclenchera une véritable tempête dans les organismes humanitaires chargés officiellement de gérer ces camps de réfugiés. Donc on a comme toujours les pathologies intriquées qui sont propres au camp, à savoir que la dénutrition facilite tout le reste. Dénutrition des enfants, complications bronchopulmonaires dues au froid, les nuits sont froides ici. Donc des pneumopathies, pendant la saison des pluies du paludisme. Et depuis peu, l'apparition des épidémies de rougeole, de coqueluche. Allez, laisse-toi faire. Tous les problèmes liés à l'hygiène avec les dermatoses, les conjonctivites, les diarrhées, bien sûr, par la consommation de l'eau souillée, qui affaiblissent les enfants. Est-ce que les nourritures des organisations internationales est adaptée? Non, alors c'est bien le problème. Déjà, dans ces camps où circulait, elle n'est pas arrivée pratiquement. Le camp d'Agor où nous sommes n'a pas bénéficié de l'aide internationale, malgré que le HCR ait fourni une aide. Elle n'est pas arrivée jusqu'ici. Deuxièmement, elle est inadaptée, puisque ces populations sont habituées à se nourrir de céréales qui ne sont pas celles qu'on leur propose ici. Ils se nourrissent souvent de riz, de viande séchée. Ici, on leur donne du blé qu'ils ne savent pas moudre. Et donc, le blé cuit, vaguement bouilli, est indigeste. Et donc, aggrave finalement la dénutrition par des vomissements, des diarrhées. Donc, on se trouve dans une situation de dénutrition aggravée. Il y a des populations noires aussi qui semblent mieux résister dans l'exode. Oui, on s'est aperçu que les Bellas, qui accompagnent souvent les Touaregs, effectivement, se portent mieux parce qu'ils ont pris l'habitude, ils ont traditionnellement l'habitude de moudre leurs céréales correctement et de diversifier davantage leur alimentation. Ils sont effectivement
moins touchés, on s'est aperçu qu'ils étaient moins dénutris. Dans la mesure où les camps ne proposent rien, hein, dans la mesure où les camps n'ont plus de médicaments, les gens ne peuvent venir chercher ici que les épidémies. Donc ça, ils l'ont très bien compris. Il faut savoir que ce n'est pas dans la nature du Touareg que de se regrouper en grosse concentration, que de s'organiser en queue pour avoir l'eau, pour avoir l'aide alimentaire, etc. Ça, il y a une notion d'honneur là-dedans qui est importante à comprendre. De dignité pour eux. Et c'est vrai que quelques Touaregs ont quand même pu partir avec le minimum de chèvres, de bétail qui leur restait pour se répartir la nature. Et ça, c'est important. Mais le pire est à venir. Salam alaikum. Voilà donc un petit signe. Quand on a les fesses qui pendent comme ça en plis, c'est un des signes du marasme, c'est-à-dire de la dénutrition avancée, avec un tour de bras qui est d'un diamètre très insuffisant. C'est une dénutrition globale, c'est-à-dire par défaut d'apport calorique, hein, par opposition aux dénutritions relatives, protéines, et le reste. Donc là, c'est des dénutritions qui évidemment fragilisent beaucoup l'enfant et facilitent les autres affections. Bon, écoute. C'est difficile, à peu près, à peu près. Il a 4 ans. J'essaie de déclencher le réflexe de coqueluche. Il a 4 ans. De toute façon, tout à l'heure, on va réunir les enfants. Et on va faire une évaluation globale de leur état nutritionnel. Hein, donc il faudra qu'elle nous le montre aussi. Hein, puis on essaiera de séparer les cas les plus... Les deux médecins du monde ont donc rafraîchi les statistiques des organismes internationaux, à peu près inactifs depuis 2 mois. Sur ce carnet, 3 colonnes. Les enfants qui mourront aujourd'hui ou demain, ceux qui mourront dans la semaine et les autres en sursis. 70% des enfants réfugiés sont en état de malnutrition grave, sans parler des maladies qui les touchent tous. Des enfants nés pour rien, inexistants pour l'avenir. Une armée d'enfants morts qui n'auront visité notre planète que quelques instants, croyant à un moment que la ficelle du docteur pouvait être un gris-gris miraculeux. Avec cette ficelle, on mesure seulement le degré de malnutrition. Non seulement ils sont dénutris, mais en plus très déshydratés. La diarrhée, celui-là? Interroge la mère. Est-ce qu'il a la diarrhée aussi? Cet orphelin essaie sans y croire de faire cuire du blé comme l'ont conseillé les docteurs. Pour cet autre, il est trop tard. Il était le dernier survivant de la tente familiale. La première chose, c'est qu'il faut que ces gens soient considérés non pas comme des transhumants, mais comme des populations réfugiées. Et il y a une preuve simple de ça, c'est que les Touaregs ne transhument pas avec armes et bagages, famille, tante, cousine. Ça n'est pas possible. Les Touaregs transhument le chef de famille, un berger, les troupeaux. Et là, on a trouvé des familles complètes. Et on a trouvé quelques chèvres faméliques, quelques vaches en très mauvais état qui ne s'habituent pas à l'écosystème ici et qui sont en mauvaise santé, qui sont en train de mourir. Donc il ne s'agit pas de transhumance. Donc première réponse à votre question, ces gens-là, il faut les considérer comme des réfugiés, il faut donc leur apporter une aide internationale urgente. Quel délai estimez-vous entre votre estimation et l'arrivée des secours? Demain. Aujourd'hui. Hier. Voilà. En quelques jours, le camp s'est vidé. Les Touaregs sont partis vivre leur misère chacun de son côté, sans troupeau, sans médicaments. Ils doivent maintenant affronter la saison sèche et les pluies qui se tarissent. Les 2 toubibs sont rentrés pour sonner l'alarme à Paris. Magui Vautier est resté quelques heures de plus pour écouter encore et encore des récits de survivants des massacres et dresser encore et encore des listes de noms pour Amnesty International et pour tous ceux qui voudront bien l'entendre à son retour en France. Mohamed Aboubakrin Ag Suleiman, un autre lycéen qui a 15 ans. Alassane Ag Aboubakrin, un mineur de 6 ans. Il y a El Mehdi Ag Mohamed Ali, un lycéen qui a 17 ans. Maintenant, dans leur rage, ils utilisent la grenade. Et maintenant, ils lancent les campements avec des grenades. Les animaux, sans distinction entre les hommes et les animaux. Ils marchent même sur des tentes en utilisant les berdem, les AM blindés.
Et la Kalachnikov et la mitrailleuse BKC, c'est la coutume. Ça, c'est pour le cache-cache, c'est pour savoir les tireurs d'élite. Il faut bien l'ajuster sur les familles. J'ai reçu cette blessure dès le début du combat et je combattais jusqu'à ce que l'armée malienne s'est retirée et nous laissait à leur place. Malgré votre blessure, est-ce que vous pensez reprendre le combat quand vous serez guéri? Je peux combattre actuellement. Je suis prêt à combattre actuellement. Vous pouvez tenir une arme avec une balle dans la main? Bien sûr. Elle dit justement, lorsque le campement a été arrosé, il y a des gens qui sont morts. Et elle aussi, elle a été blessée, elle est tombée. Et lorsque ils ont fini d'arroser, ils sont repartis, elle a trouvé qu'elle n'a que des blessures. Elle dit que justement les voiles qu'elle portait étaient carrément truffés de projectiles. Et elle avait... Des traces de projectiles. Combien de personnes sont restées vivantes avec elle? Il n'y a que 3 personnes qui sont restées vivantes.